Nous avons une clé, mais nous l'avons travestie. Je vais faire une longue parenthèse. Je vais raconter une histoire. C'est au commencement. On parle de l'histoire du commencement, où il y avait juste un arbre qui était planté là, au milieu de nulle part. Et de ce nulle part poussait, selon les quelques témoins oculaires qui ont eu l'audace de raconter ça par écrit. Moi, j'y étais pas, je sais pas vous. Enfin, ils disent qu'il y avait 4 fleuves qui partaient de là, et que l'arbre, on lui a donné un nom, il s'appelait l'arbre de vie. Ça vous dit quelque chose? Oui. Un jour, il y a un petit malin qui est venu, qui a passé un coup de gomme là-dessus, et puis l'arbre de vie, subrepticement, il a disparu. C'est par où il est parti. À la place, le ciel s'est chargé un petit peu de nuages, et puis, quand le brouillard s'est dissipé, il y avait à la place un autre arbre. Mais c'était pas le même. Cet arbre, le mythe, car c'en est un, lui a donné un nom. Alors, il est devenu dans notre culture judéo-chrétienne qui quand même nous a influencés, parce qu'on a 2000 ans de cette église sous nos bottes, et c'est quand même lourd et conséquent. Cet arbre, il a été rebaptisé arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est vraiment notre mythe fondateur. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce mythe est arrivé chez nous à travers un passage par d'autres cultures, en particulier par la culture hébraïque. Et dans la culture hébraïque, cet arbre que nous avons baptisé arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire quelque chose de très manichéen, porte chez eux le nom de arbre de la connaissance de ce qui est lumière intégrée, et de ce qui n'est pas encore intégré lumière, ce qui est dans l'ombre. C'est-à-dire que ça donne pas une dimension ontologique au mal comme nous l'avons construit en Occident. L'Occident, c'est celui qui oxyde, qui oxyde au sens oxydoréducteur, mais qui zigouille toute vie. Et en fait, c'est un peu la destinée de l'Occident aujourd'hui. On y va. Donc l'Occident porte sa mission d'oxydateur, Terminator 1. Non, je fais un jeu de mots. Mais en fait, notre Occident, qui oxyde, s'est construit sur cette image du manichéisme entre le bien et le mal. Pour les Hébreux, c'est pas du tout ça. C'est en termes de quelque chose qui peut être intégré ou pas intégré. Donc, ce qui est intégré nous intègre, et ce qui n'est pas intégré nous désintègre. Donc, je prends des raccourcis, mais c'est un peu ça. Donc cet arbre, dans cet arbre, un jour, il s'est mis à pousser un fruit un peu bizarre, qui apparemment était très alléchant pour nos premiers ancêtres. Peut-être que la couleur était rouge, en tout cas c'était flashy, ça se voyait de loin. Et quand Adam, disent les féministes qui voient bien le mal succomber en premier, et Ève, disent les machistes qui voudraient bien que ce soit la femelle qui ait amené la corruption au monde, se soit penchée sur ce fruit. Curieusement, il y a eu une créature bizarre dans cet arbre qui était un serpent. Alors le serpent, disent les textes, il était dans l'arbre. Alors il n'était pas sur l'arbre, il n'était pas autour de l'arbre, il était dedans, dans l'arbre. Alors voir un serpent dans un arbre, c'est une chose curieuse quand on imagine que l'arbre était dedans. Il était tellement dedans qu'il en faisait partie, c'était la même substance. Mais si on va au cœur de la substance, qu'est-ce qu'il y a au cœur de la substance? On trouve l'ADN. Donc en tout cas, le fruit de l'arbre, cette fameuse pomme, c'est aussi le fruit du serpent. On a fait le tentateur, mais le serpent, c'est aussi dans certaines cultures l'initiateur. Celui qui pousse la porte de la connaissance. En tout cas, nous avons retenu de cette histoire que le fruit qui nous a fait succomber, entre guillemets, était unique. Il n'y avait qu'un seul fruit, c'était le fruit du désir. Mais l'histoire, elle a oublié l'autre fruit, puisqu'il s'agit bien de l'arbre de la connaissance du bien
et du mal. Or, connaître au sens biblique, ça veut dire faire corps avec. La sagesse vient de l'étymologie sapiens, goûter. C'est parce que je goûte la pomme que je peux accéder à la connaissance de la pomme. Sinon, je peux faire le singe savant pendant des années, former à l'université des apprentis élèves en connaissance pomologie qui n'auront jamais croqué une de leur vie et qui seront censés connaître tout de la pomme et délivrer des diplômes certifiants sur la pomme alors qu'ils n'en auront jamais mangé. Mais si moi je mange la pomme, je peux me passer toute cette mascarade et goûter vraiment au sens biblique du terme, c'est-à-dire Adam connut Ève et de cette connaissance il est né un fruit. Donc vraiment goûter. Dans le mythe, ce qui n'est pas représenté a autant de puissance que ce qui est évoqué. L'arbre porte 2 fruits, or on n'en présente qu'un. Où est passé l'autre? Donc, si je vous donne en kit une petite voiture pour les gamins, une petite maison en plastique à monter avec de la colle, et que je vous donne que la moitié des pièces, est-ce que vous allez pouvoir faire l'expérience de monter la maquette? Si je vous donne une horloge, mais je vous donne que la moitié des engrenages, est-ce que votre horloge, une fois qu'elle sera montée? Et si je vous donne une demi-vie, faites juste des bonnes expériences, est-ce que vous allez pouvoir faire l'expérience de la totalité? Et bien nous en sommes là. Or, ma conviction aujourd'hui, c'est que l'expérience de la vie, elle ne peut être extraite que de la totalité du réel. Si nous prenons que ce qui est bon pour nous, et que nous laissons l'autre de côté, surtout je ne veux pas y aller, nous avons une demi-vie. Donc nous ne pouvons pas faire l'expérience de la totalité du réel. Or, zapper la souffrance, c'est ce que nous faisons exactement. Nous nous projetons dans les bonnes expériences. Nous pensons que vouloir escamoter toutes les expériences difficiles en les remplaçant éventuellement ou de préférence par toutes les expériences dites de plaisir ou joyeuses, ça va nous apporter la totalité de la vie, mais nous nous plantons lamentablement. Et ça, c'est ni plus ni moins l'expérience du mythe tel que l'Occident qui oxy on a compris la substance, c'est-à-dire que nous voulons de la moitié du réel en faire une totalité et faire l'expérience de la vie à partir de ça. Mais nous passons complètement à côté du sujet. Nous ne pouvons pas éviter la souffrance parce que c'est l'autre fruit, mais nous pouvons apprendre à travailler avec. Et ça devient une expérience différente. Et à partir de là, nous pouvons recréer la totalité. Et donc passer à l'apprentissage que cet enseignement nous propose. Et pour ça, il faut accepter les 2 fruits. Mais dites-moi, quand vous êtes plongé là, dans le grand bleu de la souffrance, là, tout à fait au fond dans le grand bleu, à un moment donné, donc on rentre dedans, on la traverse, on fait vraiment complètement corps avec elle, on est totalement à l'écoute d'elle, mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Elle diminue, elle se transforme en quoi? Est-ce qu'elle se désagrège? Est-ce qu'elle disparaît? Parce qu'on était à son écoute, ça y est, on s'en est libéré. Qu'est-ce qui se passe là? Ça. En fait, il y a un truc magique. Il y a un truc magique. Le premier truc magique, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a une espèce de décollement intérieur qui survient et la conscience que je ne suis pas cela, je suis celui qui vit ça. Dans cette conscience du je témoin, puisque c'est l'éveil du témoin intérieur qui peut dire je ne suis pas le paysage, je suis l'observateur. Cette distanciation intérieure, à mon sens, crée les conditions qui font que on est à la fois complètement plongé dans le grand bleu, mais en même temps complètement distancié et tout en étant dedans. Et là, le paysage change. Je ne peux pas dire autrement. Le paysage change.
le vécu se transforme. C'est-à-dire que ce bain d'acide, cette marmite de venin, commence à tourner au miel, quoi. Et je me dis, oh, Et après c'est moins insupportable que je le vivais tout à l'heure. Et peut-être que ça se fait pas d'un seul coup de baguette magique, hein. Mais en tout cas, nous en sortons avec une perception atténuée de la souffrance initiale. Alors, il y a des souffrances qui vont passer comme ça, on va les traverser, et il y en a d'autres, ça va prendre des années. Mais à chaque fois, c'est comme un petit coup de lime sur l'arête, où c'est comme l'histoire de l'huître. Vous connaissez tous l'histoire de l'huître. L'huître, pour cultiver une huître perlière, on lui injecte un grain de sable. Ou peut-être que la nature s'en charge, à un moment donné, l'huître s'ouvre, et puis elle gobe un grain de sable et elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc c'est là, c'est irritant. L'huître, elle pleure à l'intérieur parce que ça doit irriter sa chair délicate et elle ne peut pas se débarrasser de ce grain de sable. Alors mon Dieu, comment faire? L'huître, elle commence à travailler autour de ce grain de sable et puis petit à petit, elle arrive à l'enrober. Et elle l'enrobe tant et si bien que, au final, elle fait une perle. C'est-à-dire que son grain de sable, qui était l'épouvante incarnée dans sa chair tendre, c'est devenu un joyau, quoi. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que de petits coups de lime en coups de lime, les angles blessants s'arrondissent, les ombres s'atténuent, tout ça s'harmonicise, et finalement ça fait une perle. C'est-à-dire que la blessure est toujours là, peut-être. Est-ce que la faille disparaîtra un jour? Peut-être ou peut-être pas. Mais en tout cas, la sensation douloureuse a vécu. Et à la place, il y a une espèce de ressenti joyeux là-dedans, quoi, qui est pétillant, qui est plein d'humour, qui est plein de vie. Et ça, c'est peut-être notre vraie nature. Mais quand je vous entends parler, Mickaël, c'est incroyable parce que depuis quelques minutes, là, j'entends pas un tout-bip, quoi. J'entends presque un discours d'un enseignant spirituel. Je sais que vous avez, dans votre vie, voyagé un petit peu. Vous êtes allé en Amérique du Nord. Vous êtes allé, je ne sais plus dans quel pays. Vous avez rencontré des chamans qui vous ont initié à certaines choses, dont la méditation. La méditation, j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu, la méditation et la médecine. Est-ce que ça fait bon ménage? J'avais quasiment jamais pris l'avion jusqu'en 96. Et de 96 à aujourd'hui, j'ai rempli 3 passeports de visa. J'ai pu arrêter. Voilà, donc ça fait 14 ans, 15 ans maintenant que j'enchaîne les avions. Et en fait, on ne va jamais si loin que pour revenir au plus près de soi-même. La métaphore est juste. Et donc, oui, j'ai rencontré des chamans. Les premiers, c'était mes amis de cœur du Nord, des Nord-Amérindiens. Puis après, j'ai rencontré ceux de l'autre côté de l'équateur, donc les chamans de la forêt amazonienne, avec leur savoir-faire et leurs plantes magiques. C'est fabuleux pour un jardinier botaniste dans l'âme, et pour un apprenti pharmacologiste aussi, ou un apprenti sorcier au choix. Donc j'ai fait beaucoup d'expériences avec eux, certaines racontables, d'autres beaucoup moins. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a donné les clés que le Toubib ne m'apportait pas, et la médecine non plus. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'en suis arrivé à la méditation. Et c'est quoi la méditation? C'est quoi méditer? Je vais vous dire par tout ce que la méditation n'est pas. Le sujet, il m'interpelle quand même depuis un moment, ça date pas hier. Quand j'avais 15 ans, j'avais un livre de chevet que j'ai traîné partout comme un doudou qui s'appelait La méditation pour les débutants.
Alors ce livre il était fantastique parce qu'il disait tout ce que en fait la méditation n'était pas et préconisait de faire tout ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire qu'il fallait s'habiller d'une certaine façon, s'orienter d'une autre, se mettre divers artifices dans divers endroits, etc. J'en passe. Il fallait manger ceci, pas cela, faire ceci, pas cela. Enfin bon, c'était une usine à gaz. Et en fin de compte, cet ouvrage était tellement ésotérique au sens abscon du terme et incompréhensible que j'ai fini par l'oublier quelque part sur mon chemin. Je ne sais plus sur quel quai de gare. Et il a disparu de mon sac à dos. Par contre, l'envie n'est pas partie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la méditation, c'était pas ça. Mais je savais toujours pas ce que c'était que la méditation. Ensuite, j'ai fait un chemin, j'ai fait différentes rencontres de personnages qui parlaient plus ou moins beaucoup de méditation aussi. Et ça m'a toujours pas donné la clé de ce que la méditation était, n'était pas, ce qu'il fallait faire ou pas faire. Et puis un jour, ça m'est tombé dessus. Et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr... je vais prendre une image triviale. Quand vous apprenez le vélo, vous êtes petit, puis voilà, papa, maman, tonton, qui vous offre un petit vélo avec des petites roulettes. Hein. Et puis vous commencez à pédaler. Vous savez même pas qu'il faut pédaler, parce qu'en fait... on ne vous explique pas forcément qu'il faut pédaler, mais c'est un truc que vous trouvez en chemin. Et puis, vous ne savez même pas que ce truc-là doit devenir stable, parce que c'est un peu bancal, ça penche d'un côté, ça penche de l'autre, heureusement il y a une petite roulette qui vous stabilise. Et puis de fil en aiguille, vous trouvez que finalement pédaler c'est bien. Et en pédalant, ça donne envie de pédaler parce que ça donne un mouvement et que ce mouvement ça apporte une stabilité au vélo parce qu'il y a le mouvement gyroscopique qui se met en route et puis finalement vous trouvez le truc et puis papa, maman, tonton vous enlève une petite roulette parce que ça tient sur l'autre et puis un jour on enlève la deuxième petite roulette et puis ça tient. Ben, la méditation c'est pareil. Il n'y a aucune recette pour apprendre à pédaler sur un vélo. Il n'y a aucune recette pour apprendre à méditer. C'est juste un truc qu'il faut choper. Alors comment on chope le train ? Ben, tout simplement en amenant dans un premier temps la conscience vers l'intérieur. Donc il faut lâcher le petit vélo. Je pense donc je suis, c'est pas bon ici, c'est je pense donc je nuis, on oublie. Et se recentrer dans le ressenti. Et une façon de nous ramener le ressenti en permanence, c'est simplement de sentir que je suis une bestiole qui respire. Ça, c'est pas très difficile, il n'y a pas besoin d'être sorti de Matsubio pour ça. Et que si je peux respirer, je peux sentir l'air qui rentre et qui sort. Et ça, il n'y a pas besoin de se taper le cul par terre en chantant Hare Krishna ou en récitant je sais pas quel mantra pour arriver là. C'est une recette simple. Aussi simple que, je sais pas ce que l'interlocuteur me demandait la recette pour les femmes de moins de 50 ans. Mais voilà. Donc ça c'est trivial. Et le fait de m'accorder quelques minutes à être simplement présent à l'air qui rentre et qui sort, c'est déjà de la méditation à la Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Et de fil en aiguille ça va m'amener dans la sensation du corps et là il va se passer des choses qui vont me donner envie de partir en courant. Et c'est là où ça devient intéressant parce que c'est là où il faut continuer. Il va se lever une petite sensation de tension par là, un inconfort de l'autre côté, un truc qui gratte dans un coin, une envie d'aller se soulager rapidement parce que une envie de bouger, enfin bon, je vous passe les détails, mais toutes ces petites choses qui vous font dire que merde, j'ai du lait sur le feu, est-ce que j'ai bien fermé le gaz, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec mon pote et j'ai pas vu s'il y avait du courrier dans la boîte aux lettres, enfin bon, toutes ces choses que je vous raconte, que vous trouverez tout autant que moi en faisant l'expérience, ben, il faut persister, dire ok. Mais là, j'ai décidé que je continuais, donc je laisse ça de côté.
D'accord, le téléphone qui sonne, le lait sur le feu, j'espère que c'est éteint. Si c'est pas grave, si ça l'est pas, ben, je nettoierai. Là, je me suis accordé 3 minutes pour aller voir à l'intérieur. Et juste être présent à ça. Mais ça, c'est déjà l'apprentissage du petit vélo. On est sur les petites roulettes. Hein. On commence à pédaler. À force de tourner le lait, le beurre va se faire. Mais il n'y a aucune recette pour ça. Et les manuels de Castor Junior qui veulent nous apprendre à méditer mieux que le grand méditant là-bas, il faut relativiser, quoi. Mais dites-moi, Michael, vous parlez comme ça à vos malades? Ah oui, moi j'adore, ils adorent aussi. C'est vrai? Ouais, c'est comme ça que je me régale. Et d'une manière générale, ils réagissent comment? Bah, ils réagissent avec surprise au début parce que d'abord j'ai pas tellement le look. Puis après, un petit sourire qui se dessine. Puis à la fin, c'est ouais, bah écoutez, j'ai bien compris, merci docteur. Bon, quand il faut une ordonnance, ils partent avec une ordonnance. Et sur l'ordonnance, vous mettez méditation? Souvent, je Écoute mets. intérieure? Je mets. Vous aimez lire, hein, parce qu'il faut bien tendre une perche. Et quand la réponse est oui, je dis bah, écoutez, j'ai quelque chose pour vous, mais vous ne le trouverez pas malheureusement à la pharmacie, c'est pas remboursé par la Sécu. C'est dommage, ça le devrait. Mais je propose un livre et je mets Le pouvoir du moment présent, écartelé, édition Ariane, comme la fusée, et je rajoute c'est pas un singe savant qui a écrit ça, c'est pas un universitaire, ça parle d'une expérience vécue. Mais vous ne serez pas le premier à découvrir ce livre, il y a déjà 8 millions d'exemplaires vécus, vendus. C'est un best-seller, il n'y a plus que les toubibs qui ne connaissent pas ça. Donc j'espère que votre prochain docteur, vous pourrez lui enseigner, parce que moi je fais que passer. Oui, Michael, je vous écoute depuis une petite heure peut-être là, et je suis absolument très très surprise de tout ce que j'entends, parce que pour moi un médecin traditionnel c'est vraiment c'est pas vous quoi, hein, votre parcours, la nature, les études de médecine, vos voyages, l'expérience avec les chamans, la rencontre avec des maîtres spirituels, dont Amma, cette mère indienne qui pratique le darshan, c'est-à-dire l'étreinte, et qui parcourt le monde en prenant des millions de personnes dans les bras. Enfin, les toubibs, ils font pas ça, quoi. Pour moi, vous représentez vraiment le médecin du 3e millénaire. Mon ovni est garé devant la porte, je suis un peu extraterrestre, c'est vrai. Mais...